Et effectivement, donc je vais évoquer et parodier un roman célèbre donc de Louis Stevenson qui est paru donc à la fin du 19e siècle, dans les années 1886. Et vous vous rendez bien compte que dans le titre, effectivement, il y a une schizoïdie, bien sûr. Cette schizoïdie n'existait pas encore, d'ailleurs. Sa schizophrénie n'existait pas encore dans la classification, je pense, de Henriet à l'époque. Ou en tout cas avant Henriet, mais elle était dans le public et notamment dans ce roman de Louis Stevenson, puisque c'était le début, je dirais, de la pharmacie et du pouvoir pharmaceutique de certains médicaments et notamment des drogues psychodysleptiques, bien sûr la morphine, l'héroïne, les amphétamines ont été synthétisées. La première amphétamine à cette époque-là, même si elle n'avait pas été utilisée, ou d'autres substances comme la cocaïne qui étaient utilisées. Et bien sûr, il y avait le troisième maître du soupçon qui siégeait à Vienne, le docteur Sigmund Freud, qui a remarqué par le biais des analyses psychanalytiques, par l'analyse, la technique analytique, et par l'étude des rêves et des lapsus, etc., et tout ce qu'on de tous nos actes journaliers, qu'effectivement qu'il y a une dimension inconsciente dans l'humain, cette dimension qui était une autre une dimension qu'on voulait en général cacher. Et donc d'où les deux faces aussi de l'humanité. C'est pour ça que ce roman a eu effectivement un succès absolument extraordinaire. Et puis jusque dans Edgar Morin, puisque je n'irai pas jusqu'à utiliser son terme pour requalifier l'espèce humaine. Edgar Morin, très souvent, qui a eu 100 ans il y a 2 ans, eh bien, Edgar Morin très souvent parlait de Homo sapiens demens. En effet, pour illustrer les deux faces de sa personnalité. Alors, donc, je vais très rapidement parler donc de la définition des nanoparticules, les propriétés les plus remarquables. Est-ce que la nanoparticule, c'est un phénomène naturel? Est-ce que c'est un phénomène purement culturel? Donc, je vais quand même vous donner l'exemple de 2 nanoparticules naturelles du cas de 2 virus. Et je vais évoquer les nanoparticules, le côté bénéfique du docteur Jekyll, effectivement. C'est le côté jour, et nanovecteurs de médicaments, les vaccins novateurs, etc. Et puis, ce que j'ai un petit peu plus étudié en étant toxicologue à la faculté de pharmacie et à l'INRS. D'ailleurs, je remercie il y a quelques anciens collègues de l'INRS présents dans cette assemblée. Et donc, les nanoparticules et la pollution atmosphérique, l'impact des nanoparticules sur l'appareil pulmonaire et sur le système immunitaire que j'ai particulièrement étudié dans l'EA Cité-Fort, donc à la faculté de pharmacie. Voilà. Alors, je rappelle que pour les matériaux, il s'agit des produits dont une dimension au moins est inférieure à 100 nanomètres. Et une des caractéristiques essentielles, c'est aussi une surface spécifique qui est supérieure à 30 mètres carrés par gramme. Donc 1 gramme de nanomatériaux peut déployer 30 mètres carrés. Je rappelle que ça fait à peu près un poumon, les 2 poumons. La surface pulmonaire alvéolaire des poumons fait à peu près 70 mètres carrés. Alors cette nanodimension est importante dans le comportement du produit, dans ses propriétés chimiques, physiques, mais aussi biologiques qu'on va voir. Et on se rapproche donc le plus possible de l'échelle atomique, et où entre parfois en jeu la mécanique quantique et avec un partage de nuages électroniques externes qui font que les couleurs et notamment la mémoire magnétique peut varier en fonction de la taille. Alors, qu'est-ce que c'est que l'échelle nanométrique? Eh bien, il y a une assertion de Richard Feynman dans les années
il doit y avoir bien 50 ans maintenant, dans une conférence inaugurale qu'il avait faite aux États-Unis, et il a dit qu'effectivement, comme vous avez vu précédemment, il y a infiniment de place dans l'infiniment grand, et bien il y a aussi infiniment de place dans l'infiniment petit. Et ici, ce que j'ai représenté, je ne sais pas si c'est... Voilà. Donc, ce que j'ai représenté, c'est en fausse échelle le tableau de Mendeleïev avec les atomes les plus petits, comme l'atome d'hydrogène, et les uranides, qui sont les plus gros. Et en fausse échelle, vous voyez que la dimension d'un atome de carbone, par exemple, qui fait 54 angstrom, un objet que construisent assez facilement les chimistes, ce sont des fullérenes en l'honneur de Richard Buckminster Fuller, donc qui est un architecte américain qui a inventé ces dômes géodésiques que l'on voit parfois dans les grandes villes, et qui fait donc 1 nanomètre de diamètre, et c'est un assemblage de 60 atomes de carbone sous la forme la plus sphérique qui soit possible, et puis enfin des nanoparticules que l'on de silice, SiO2 par exemple, ou d'alumine, qui font à peu près 5 nanomètres de diamètre. Donc vous voyez à peu près les différences en faux diamètre entre ces nanoobjets. Alors, les propriétés de ces nanoparticules font que, en fonction, plus la taille décroît, plus le nombre d'atomes présents à la surface est important. C'est-à-dire, comparativement par rapport à tous les atomes, quand on diminue le nombre donc d'objets, il y a de plus en plus d'atomes de surface. Par exemple, pour les atomes de fer, ici, que vous voyez, plusieurs couches d'atomes de fer, eh bien, à 30 nanomètres, il n'y a que 5% des atomes qui sont à la surface. À 3 nanomètres, il y a 50% des atomes qui sont à la surface. C'est-à-dire que 50% des atomes peuvent réagir. Donc, la réactivité chimique, en tout cas, ou catalytique de surface, est largement augmentée avec plus on diminue la taille. Alors un exemple qui était, j'habitais pas très loin quand j'étais à Berkeley, et il y avait bien sûr le stade des Golden Bears, et effectivement une analogie pour vous montrer aussi une deuxième propriété très importante, c'est le rapport surface sur volume. Si on prend un cube qui fait par exemple 1,7 cm d'arête, et si on réalise des divisions dichotomiques de ce cube, on obtient 8 cubes, donc avec une arête diminuée de 2 fois, et toujours le même volume. Et si on fait pour chaque cube des divisions dichotomiques, en le faisant 24 fois, et en mesurant la surface déployée, on arrive à la surface donc du stade de Berkeley, du stade de football américain de l'Université de Californie. Et donc, on voit que pour un même volume, on peut avoir une surface absolument extraordinairement grande, puisqu'à ce moment-là, quand vous l'avez divisé 24 fois, eh bien, les cubes auront 1 nanomètre de côté. Donc ça, c'est une deuxième propriété. Alors, la troisième. Alors, j'ai évoqué dans mon introduction donc le fait si les nanoparticules, eh bien si elles ont apparu avec l'homme, elles sont d'origine toute anthropique, ou si elles existent naturellement. Eh bien, je vais vous donner quelques exemples en biologie. En biologie, on a une partie du cytosquelette qui est le squelette de nos cellules, qui est sous-tendu donc par un réseau de protéines, de 2 protéines, de tubulines, et qui permettent en fait d'exercer des forces de tension dans la cellule pour maintenir un certain volume, une certaine surface. L'épaisseur de ce cytosquelette fait 25 nanomètres de diamètre, et on peut avoir quelques micromètres de longueur. Donc ça, c'est un nano-objet naturel. Un autre nano-objet naturel, c'est qu'avant la réplication de l'ADN, vous avez une enzyme
Donc ça, c'est la molécule d'ADN que vous voyez ici. Vous avez une enzyme qu'on appelle une topoisomérase et qui débobine en quelque sorte l'ADN. Et c'est justement cette enzyme sur laquelle on agit quand on réalise quand on réalise des antibiotiques comme des quinolones qui inhibent la topoisomérase bactérienne spécifiquement. Et donc, vous voyez que là, on est typiquement dans le cas d'un nanodispositif, donc une enzyme qui permet de débobiner une molécule d'ADN qui, elle, a une dimension nanométrique de 2 nanomètres de diamètre, la molécule d'ADN, mais par contre, elle est très longue, parce que si on ajoute la longueur de tous les chromosomes humains, donc des 46 chromosomes humains, eh bien, on obtient un ADN qui fait 1 mètre de long, et tout ça, bien sûr, ça doit s'embobiner dans un noyau de cellules qui n'est pas plus large que quelques micromètres de diamètre. Alors, une autre nanoparticule naturelle, antibactérienne. En ce moment, on a beaucoup de problèmes avec des bactéries multirésistantes et donc une possibilité éventuellement de traiter les infections multirésistantes. Surtout, ce qui nous fait beaucoup peur, c'est la tuberculose, donc les souches de Mycobacterium tuberculosis, qui commencent à devenir très résistantes. Et donc, une des possibilités, c'est d'utiliser des phages. Alors, qu'est-ce que c'est? Des bactériophages, ce sont tout simplement des virus qui infectent des bactéries. Et vous voyez, on était dans le cadre du déploiement d'un objet de web et on peut penser là, par exemple, que c'est ce bactériophage, il agit comme un LEM, par exemple, donc c'est le module du système Apollo que donc a dirigé, je pense, Monsieur Webb, et qui s'alunisse, qui fait un alunissage, et ce bactériophage va typiquement reconnaître un type de bactérie, va donc se fixer dessus, va perforer donc la paroi externe de la bactérie qui est assez résistante et va injecter son ADN ou son ARN, son matériel génomique, qui va utiliser donc le mécanisme et l'énergie de l'hôte pour se répliquer, et vous aurez des centaines, voire quelques milliers de virus qui vont finalement se multiplier dans la bactérie et qui vont faire éclater la bactérie. Donc ces bactériophages, c'est une voie de recherche pour des nouveaux antibiotiques qui sont dirigés contre des bactéries multirésistantes. Alors voilà, donc on a ici un nanodispositif avec un nanomoteur. Alors effectivement, donc on baigne finalement dans les nanoparticules, comme Monsieur Jourdain dans la prose, sans le savoir. Donc on voit bien que ce sont des objets absolument naturels. Alors je vais évoquer maintenant la seconde partie de cet exposé. Si j'arrive à sortir, voilà, pardon. Non, là, c'est encore là. Je vais encore parler de nature et culture. Alors là, je vais vous parler d'une nanoparticule serial killer. Alors Medawar était prix Nobel en virologie il y a quelques années. Et il disait à juste titre, je vous parle ça d'il y a une trentaine d'années, et il disait à juste titre, a virus is a piece of nucleic acid surrounded by bad news. C'est-à-dire que bon, effectivement, on l'a vu avec avec la Covid, ou avec les coronavirus plus exactement, eh bien, c'est un morceau de génome qui est entouré de mauvaises nouvelles, effectivement. Et un de ces serial killers qui a donc, je pense que Monsieur De Courvin en sait bien plus que moi là-dessus, c'est le virus de l'hépatite C, qui a valu le prix Nobel donc à 3 personnes, le prix Nobel de médecine en 2020. D'abord à Harvey Alter, donc qui a remarqué qu'il y avait une hépatite transfusionnelle non A et non B, et Houghton qui a, avec des anticorps de patients qui étaient atteints, a réussi à isoler des clones qui possédaient le matériel génétique de ce virus, et
Rice qui a réussi à trouver le génome complet de ce virus, donc qui est un virus à ARN que l'on voit ici photographié au microscope électronique. Alors c'est un virus assez particulier parce que contrairement à tous les autres virus, c'est un virus qui a été trouvé uniquement par biologie moléculaire. On n'a pas d'image nette et consensuelle pour son... C'est comme le floutage de certaines galaxies hein, pour ce virus-là. En effet, or, il est chez les personnes qui sont contaminées, il peut être très fréquent puisqu'il peut y avoir 10 puissance 9, donc 1 milliard d'équivalents génomes par millilitre de plasma. Hein. Donc on a beaucoup de particules virales, mais le virus on le connaît très peu et donc il y a un groupe français qui a montré qu'en fait, le virus, certains virus pouvaient être remarqués et photographiés au microscope électronique néanmoins, et que ces virus variaient avec le régime, puisqu'ils s'entouraient de lipoprotéines en fonction du régime alimentaire. Donc, il y avait une structure très particulière, c'est un cas très particulier de ce virus, donc qu'on individualise très très mal au microscope électronique. En tout cas, il n'y a pas d'image consensuelle à l'heure actuelle pour sa structure, contrairement à tous les autres virus. Le virus de la grippe, on peut le colorer avec l'acétate d'uranyle, l'herpès virus aussi, et tout le monde est d'accord pour sa structure. Là, il y a vraiment un grand débat encore à l'heure actuelle. Donc, vous voyez, tout n'est pas encore connu et tout n'est pas encore simple, même dans l'infiniment petit. Donc, alors, voilà. On va parler maintenant de quelques cas de nanoparticules Dr. Jekyll, son vêtement, par exemple, qui pourrait être constitué de graphite strength, donc qui était développé par Arkema et qui, en fait, se représentait par des nanotubes de carbone. Alors, ces matériaux ont des propriétés tout à fait remarquables puisque la résistance est 60 fois plus importante que l'acier et le poids est 6 fois inférieur à l'acier. Donc, vous voyez que c'est là aussi c'est des choses quand même assez remarquables par les nano-objets. Deuxième chose, donc le vaccin du Dr Jekyll, bien sûr, c'est forcément un vaccin anti-Covid-19. Alors ça, c'est le médicament le plus nanovéhiculé du monde, hein, le plus utilisé au monde, hein, puisque il y a quand même un certain nombre d'humains qui ont été vaccinés par ce vaccin. Et vous voyez que la construction est assez simple. On a utilisé un ARN messager de 1273 nucléotides de long. On l'a encapsidé, on l'a entouré de lipides pour en faire des liposomes de 200 nanomètres de diamètre. Et ces liposomes fusionnent avec les cellules, avec certaines cellules de l'immunité. Cet ARN est donc injecté dans ces cellules, il est traduit en protéines par la chaîne de ribosomes et voilà, donc c'est typiquement un nanomédicament qui est très utilisé. Autres exemples. Alors, il y a quelques années, donc quand l'épopée des nanomédicaments a commencé, dans les années 1990 déjà, eh bien, il y avait un très grand espoir dans ces nanomédicaments. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y a eu énormément de recherches pour relativement peu de résultats. Et je vais vous présenter quelques résultats. Donc, par exemple, ce sont des protéines qui sont pégylées. Alors, pégylées, c'est simplement qu'elles sont greffées à du polyéthylène glycol, qui en fait des nanoobjets de ce fait. Et par exemple, un anticorps monoclonal, anti-TNF-alpha, tumor necrosis factor, qui est utilisé dans les traitements de polyarthrite, par exemple, chronique évolutive. Et un autre exemple, par exemple, c'est l'Abraxane,
qui est un dérivé du taxol qui est fixé sur de l'albumine, sur lequel on fixe de l'albumine, et ce qui en fait un nano-objet à peu près de 120 à 150 nanomètres de diamètre, et qui a une bien meilleure biodisponibilité que l'anticancéreux, le paclitaxel seul, tout simplement parce que la cellule cancéreuse, elle est très avide d'énergie. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui est entouré d'albumine, elle a besoin de cette énergie, de ces protéines pour pousser. Elle est très égoïste et donc elle a des récepteurs à cette albumine, effectivement, et donc de ce fait, eh bien, c'est comme un cheval de Troie que l'on introduit dans les cellules cancéreuses et donc le traitement de certains cancers s'en trouve amélioré. Autre exemple, ceci plutôt pour l'imagerie médicale, le Feridex, en fait, qui est un complexe de dérivés glucidiques avec des nanoparticules de fer, d'oxyde de fer, supramagnétiques, d'où leur terme de spion, et qui sont utilisés comme agents de contraste et qui permettent de voir les petites métastases. Là aussi, les cellules cancéreuses sont avides de ces particules et les récupèrent en grande concentration, ce qui permet de voir, d'améliorer les contrastes, tout comme pour pour Webb, d'améliorer les contrastes dans l'imagerie médicale. Et enfin, par exemple, je vous ai mis comme exemple le Silvasorb, qui est un hydrogel particulier, vous voyez, avec des réseaux là, donc aussi très souvent de dérivés glucidiques, où l'on peut fixer à chaque intersection, en quelque sorte, donc une nanoparticule d'argent, une petite nanoparticule d'argent. De ce fait, l'ensemble des nanoparticules d'argent est régulièrement distribué et délivre au fur et à mesure donc de l'argent sur les plaies. Et vous savez que l'argent est un excellent antiseptique. Alors, voilà, donc c'est de toute cette recherche, finalement, il y a eu énormément de recherches. Il y a eu que pour l'instant, des petites améliorations, donc en améliorant ce qu'on appelle la biodisponibilité des principes actifs, déjà de principes actifs qui étaient bien sûr connus. Alors, je vais parler maintenant un peu du cas sur lequel je me suis plus penché dans mes recherches des nanoparticules de Mr. Hyde. Donc ça, c'est les interactions entre les nanoparticules et le système pulmonaire. Alors là, je vous présente une expérience qui a été faite par une autre équipe et que je trouvais une équipe donc finlandaise à Helsinki, et je trouvais que c'était pas mal. La question posée était intéressante. Est-ce que la canopée protège des nanoparticules qui sont liées à la circulation automobile? Donc là, vous voyez une double voie fréquentée près de Helsinki. Et ces chercheurs ont placé des capteurs en zone forestière, à plus ou moins grande distance de la route, et en zone ouverte devant un stade, donc aux mêmes distances, en connaissant les conditions de vent, de vitesse de vent, etc. Et ils ont pu, à tous ces points, mesurer la concentration de nanoparticules avec des dispositifs qui sont notamment utilisés et, je pense, améliorés à l'INRS, ici, à Nancy. C'est donc des dispositifs laser qui permettent, donc, par un miroir, un collimateur, excusez-moi, de compter le nombre de nanoparticules après après avoir passé dans un condensateur, et on peut donc par un faisceau laser, on peut compter le nombre de nanoparticules par centimètre cube. Donc on peut faire un comptage en temps réel. Alors c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas encore faire il y a 30 ans. Et qui permet de faire ce comptage. Et là, on a fait des comptages donc en zone ouverte, c'est les comptages bleus, et en zone donc forestière, c'est les comptages verts.
et on voit qu'il n'y a pas de différence entre les zones ouvertes et les zones forestières en concentration de nanoparticules. Mais bien sûr, le nombre de nanoparticules par centimètre cube diminue en fonction de l'éloignement de la route. Alors, donc, si vous voulez, il en est de même pour les nanoparticules comme pour les particules ultra fines. C'est vrai qu'il vaut mieux s'éloigner donc des zones de forte concentration pour en respirer moins. Alors, là, je vais parler d'une étude qui a été faite conjointement avec une thésarde, donc avec le docteur Gatté à l'INRS, donc une thésarde qui était dont je m'occupais avec le docteur Gatté, et pour vous évoquer les systèmes qui sont uniques en France et peut-être assez uniques en Europe de l'INRS qui permettent finalement d'exposer des rongeurs dans des systèmes, vous voyez, dans des tubes à contention. On peut les exposer pendant un certain nombre d'heures par jour, ici 6 heures par jour, 5 jours par semaine, pendant 4 semaines, à donc un aérosol de rutile qui est en fait de dioxyde de titane de 20 nanomètres de diamètre. Ici, vous le voyez en photographie. Alors, qu'est-ce qui se passe si on expose ces rats? C'est un aérosol quand même assez important pendant 4 semaines. Eh bien, si je pouvais un petit peu focaliser, déjà, ça serait pas mal. Alors, je vais essayer un contrôle plus. Normalement, ça devrait marcher. Non, ça va. Si. Voilà ce qui se passe chez donc ici on a des coupes de poumons de rats au bout de contrôle, au bout le jour au moment de l'intoxication, donc le jour de l'intoxication, le jour 3, le jour 28 et le jour 180. Alors ici c'est chaque fois un agrandissement de cette zone-là. Et ce qu'on voit dès le premier jour d'exposition des rats, eh bien, on voit des agglomérats de cellules qui sont en fait les éboueurs de l'organisme. Ce sont des macrophages pulmonaires que l'on a dans nos poumons pour enlever les poussières, parce qu'on a, comme je vous l'ai dit, on est soumis à des nanoparticules, des microparticules toute la journée, ne serait-ce que les pollens pour les plus connus, etc. Et donc, on voit au bout d'un certain moment donc s'accumuler en jaune, là, ces macrophages, donc ces éboueurs de l'organisme, et en fonction, cette accumulation augmente en fonction du temps. Alors, ce ne sont pas des super amas galactiques, hein, mais ça peut y ressembler. Voilà, et ce qu'on peut voir là, c'est que même si vous avez arrêté le processus d'exposition qui est arrêté donc au jour 28, eh bien les macrophages continuent à récupérer toutes les nanoparticules qui sont dans le poumon et sont en quelque sorte vont réaliser une certaine paralysie pulmonaire. Donc j'expliquerai un petit peu ce terme par la suite et vous comprendrez. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a analysé par spectrométrie de masse, nous avons analysé les protéines. Elles ont d'ailleurs été envoyées à Berkeley parce que j'avais connaissance là-bas d'une excellente spectromètre de masse, donc qui nous a analysé les échantillons et donc on a pu voir quelles étaient les protéines qui étaient exprimées que l'on avait dans le liquide broncho-alvéolaire. Alors ce qu'on fait, c'est que on arrive à récupérer le liquide donc pulmonaire après l'euthanasie donc des rats et on analyse ce liquide et on voit quelles sont les protéines qui sont exprimées. Alors au jour J0, alors toutes ces protéines sont ici, chaque protéine c'est un point. Donc vous savez qu'il existe à peu près, on va dire 25 000 protéines différentes dans le génome humain.
Dans le génome de rat, c'est à peu près identique. Le génome de riz est un petit peu plus compliqué que le génome humain. Et en tout cas, c'est 25 000 protéines donc sont connues à l'heure actuelle. Et donc, on peut voir quelles sont les protéines que l'on retrouve dans les liquides bronchopulmonaires. Le liquide bronchopulmonaire, chez quelqu'un qui tousse, par exemple, ça devient un crachat. Donc, c'est exactement ce qu'on analyse. Si on analysait des crachats, ça serait pareil. Et voilà, dans un premier temps, donc au jour J0, on a surtout des protéines impliquées dans le métabolisme et impliquées dans la régulation du cytosquelette. Je vous ai parlé de tubuline avant, mais l'actine, c'est une autre protéine du cytosquelette qui est importante. Et donc, on voit que le cytosquelette des cellules donc pulmonaires est touché. Au jour J3, on a des protéines ce qu'on appelle du protéasome. Alors, qu'est-ce que c'est que le protéasome? C'est un espèce de renouvellement des protéines qui sont lésées, les protéines cellulaires qui sont lésées, et ce renouvellement se fait à l'intérieur des protéines. Il y a un système de dégradation de ces protéines et qui prouve donc qu'au troisième jour, il y a pas mal de protéines qui sont lésées et qui rentrent dans ce système de dégradation. Alors, ce n'est pas un trou noir, mais c'est de l'énergie qui disparaît aussi, d'une certaine manière. Et une autre catégorie de protéines. Alors, plus vous avez de liens entre les différentes protéines, plus la certitude est grande sur cet algorithme, c'est-à-dire que plus les protéines fonctionnent ensemble, donc plus on est sûr de nous. Et donc un autre groupe de protéines, c'est les protéines qui sont impliqués dans les jonctions intercellulaires. Donc on voit qu'il y a une disjonction des cellules aussi qui se fait de l'épithélium, et ça, bien sûr, ça peut être problématique. Alors, je vais essayer de revenir à l'image normale. Normalement, contrôle-moi sur mon ordinateur, ça marche. Alors, le problème, c'est d'y arriver à le faire fonctionner ici. Est-ce que je peux avoir le contrôle du... Voilà, merci beaucoup, c'est gentil. Donc, voilà un petit peu les résultats de cette expérimentation. Donc, encore une fois, faite avec l'INRS il y a quelques années. Donc, on a une action inflammatoire des nanoparticules de TiO2 qui agit sur trois types cellulaires, les macrophages alvéolaires, mais aussi les polynucléaires neutrophiles, l'épithélium pulmonaire et l'endothélium qui représentent en fait les cellules vasculaires, puisque vous savez que c'est une barrière alvéolo-capillaire. Il y a le côté alvéolaire, il y a le côté capillaire. Donc, dans le poumon, et je rappelle que ça fait à peu près 70 mètres carrés chez un humain. Et donc, cette lésion donc inflammatoire se manifeste par un certain nombre de cytokines. Donc, ce sont des protéines qui activent les cellules immunitaires et qui sont donc exprimées. Et ces cytokines se manifestent de deux manières sur les polynucléaires neutrophiles en réalisant donc un stress oxydant d'une certaine manière, pour faire simple, et une inflammation qui provoque une vasodilatation. Donc qui augmente d'ailleurs le poids des poumons, puisqu'il y a plus de sang dans les poumons. Donc il y a vraiment une activation des mécanismes de l'inflammation, donc du dioxyde de titane, qui est vraiment la nanoparticule la plus fréquente qui est utilisée. Alors, on revient donc à ce qu'on a utilisé, ce qu'on a étudié. Alors, c'était une contribution qui a eu, donc, on a montré une chose assez intéressante, c'est que, donc, ça, c'est avec un autre stagiaire, avec Oussama Mehdi, donc en 2010-2011, on a montré que
certaines nanoparticules, ici totalement différentes, c'est des nanoparticules de polyméthacrylate de 70 nanomètres de diamètre, pouvaient agir d'une manière délétère sur les cellules de l'immunité innée. Alors les cellules de l'immunité innée, c'est encore les macrophages. C'est ce qui nous permet de nous défendre contre tout type de virus, tout type de bactéries, tout type donc d'agression externe, sans système immunitaire acquis, c'est-à-dire sans anticorps. Et ici, vous avez un macrophage alvéolaire et on voit l'entrée de ces nanoparticules dans le macrophage avec un processus de densification de la membrane qui fait tout à fait penser à un mécanisme, et qu'on l'a vérifié par la suite, de type clatrine, et qui fait donc penser à l'entrée des virus dans les macrophages. Donc on a montré que les nanoparticules, là, agissaient un petit peu à la manière de virus. C'était une des toutes premières fois où ça avait été montré, et vous allez voir que ça a des conséquences quand même assez importantes. Et cette capture, cette internalisation, on appelle ce processus la phagocytose, qui est un processus très très classique. Donc le macrophage reconnaît, comme du nom soit, ce que l'homme a fabriqué. Donc la nanoparticule culturelle, si je puis dire, de polyméthacrylate de 70 nanomètres de diamètre, donc c'est un polymère classique, et l'internalise. Et cette cinétique d'internalisation est très importante. Là, vous avez 4 macrophages, pardon. Et vous voyez qu'en 5 minutes, ce macrophage qui est un petit peu paresseux, il peut en internaliser à peu près 100 000. Celui-ci qui est très actif, il peut en internaliser 1 million. Donc 1 million de nanoparticules en 5 minutes. Donc vous voyez, la nature est bien faite. On est bien protégé donc de ces nanoparticules, et donc ça va très très vite. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, et ça, c'était la grande, je dirais, découverte de cette publication, c'est que les nanoparticules ne s'arrêtent pas là. Elles ne s'arrêtent pas à franchir finalement la barrière du macrophage, la membrane externe du macrophage. La nanoparticule peut continuer à aller dans nos usines à énergie qui nous fabriquent de l'ATP, qui nous permettent de vivre. La mort, c'est quand il n'y a plus d'ATP qui est formé, qui est fabriqué. C'est une mort, c'est ce qu'on appelle la mort biochimique. Et en fait, quand ces nanoparticules sont capables ici, on le voit bien, de franchir une double membrane, qui est la membrane des mitochondries qui fabriquent l'ATP. Et donc ces mitochondries, au bout d'un certain temps, vont se densifier complètement et vont être absolument inefficaces. Elles vont subir une lyse. Donc, je rappelle, les mitochondries, c'est les usines à énergie de ces cellules, donc, et de toutes nos cellules. Et ceci est dépendant d'un processus biochimique qui est dépendant d'une protéine qu'on appelle la protéine OPA1. C'est une espèce de mort programmée, mais uniquement des mitochondries, et qui provoque leur fission, entre autres. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? Eh bien, ces mitochondries, donc, qui sont lysées complètement, donc on voit plus du tout les crêtes, là, comme on les voyait avant. Là, c'est des crêtes encore de mitochondries actives, ça. Elles sont disparues et elles se font entourer d'une membrane qu'on appelle de séquestration, d'un phagophore. Voilà cette membrane, vous voyez, c'est une double membrane qui est issue donc de la membrane de l'appareil de Golgi. Bon, c'est un autre composant subcellulaire et qui va se mettre autour de la mitochondrie, et uniquement autour de la mitochondrie non active, de la mitochondrie lysée. Donc, je rappelle, de l'usine à énergie. Et voilà ce qui va se passer, c'est que avec 2 autres protéines, ce phagophore va se combiner et entourer la mitochondrie complètement, va attirer un lysosome ici et va donner ce qu'on appelle un autophagosome
qui va donner un autophagolysosome et qui va lyser complètement la mitochondrie, avec un processus qu'on a démontré avec le recrutement de protéines. Tout ça se fait quand des protéines sont adressées, sont recrutées par des membranes dans une mécanique très très fine et qui permet en fait de complètement digérer la mitochondrie. Donc en fait, ces nanoparticules ont provoqué la destruction des usines à énergie des cellules de l'immunité des macrophages. Et c'est ce qu'on appelle une autophagie de la mitochondrie. C'est un composant subcellulaire qui se mange lui-même en quelque sorte, qui se digère lui-même. Et c'est la première fois qu'on avait montré dans cette publication que cette mitophagie qui avait été décrite par les virus, sur l'action des virus sur les macrophages, est aussi le cas de nanoparticules, donc nanoparticules fabriquées par l'homme, d'origine anthropique. Donc vous voyez, ça c'est le côté typiquement donc Mr. Hyde, donc des nanoparticules. Et enfin dernière expérience que j'aurais bien aimé faire, mais qui a été faite par des collègues, qui est une expérience superbe. Et il y a des gens qui réfléchissent quand même très très bien. C'est un peu difficile à comprendre, mais vous verrez, on y arrivera. Et c'est des rats à qui donc on les soumet à une inhalation par le système Nous Only que vous avez vu. Donc le rat, il est dans une petite cage à contention et il respire uniquement par donc son museau. Et on les soumet à deux types de nanoparticules. Donc de rutile, donc de TiO2, de 250 et de 20 nanomètres de diamètre. Et vous voyez, en surface spécifique, on passe de 6 à 50 mètres carrés par gramme. Donc on est bien sûr, pour le 20 nanomètres de diamètre, une très grande surface spécifique. Et donc, ils font ça pendant 12 semaines. Donc les rats, ils ont bien respiré des nanoparticules. Et qu'est-ce qu'ils font 12 semaines après? Ils arrêtent l'exposition à ces nanoparticules, mais ils les exposent pendant un temps très court à des billes de polystyrène de 2 micromètres de diamètre. Donc là, on est dans le domaine des microparticules. Donc, ils les exposent à des billes à des polystyrènes que l'on voit bien. Et ils regardent, en fonction du temps, l'élimination de ces billes de polystyrène. Eh bien, les rats qui ont été exposés aux nanoparticules de 250 nanomètres de diamètre, donc les plus grosses, eh bien, mettent 1,8 fois plus de temps que les témoins pour éliminer ces billes de polystyrène. Et les rats qui ont été soumis à des nanoparticules, donc avec une plus grande surface spécifique de 50 mètres carrés, mettent 8 fois plus de temps pour éliminer ces microbilles. Donc, vous voyez que le fait d'avoir été exposé aux nanoparticules fait que, en plus, on se débarrasse beaucoup moins des microparticules, qui sont très fréquentes. Et donc, ça, c'est un phénomène qu'on avait déjà montré à l'INRS avec les particules d'amiante. Et c'est particulièrement vrai avec des particules qui sont pas biodégradables. Quand on bloque les macrophages alvéolaires, donc les cellules éboueurs de poumons, on les bloque in situ avec de l'amiante. C'est exactement ce qui se passe avec l'amiante. C'est pour ça que les gens qui sont exposés avec l'amiante ont ne peuvent plus se débarrasser de l'amiante dans le poumon. Parce que qu'est-ce qui se passe? Le macrophage récupère l'amiante, c'est comme pour certaines nanoparticules métalliques. Il va récupérer, c'est son rôle, il le fait spontanément, il récupère du non-soi. Donc il ingère le non-soi et il peut ingérer jusqu'à 6% du volume. À partir de 6% du volume, on a la surcharge du macrophage. On appelle ça la surcharge du macrophage et c'est la paralysie du macrophage. C'est une véritable paralysie et c'est ce qui fait que le macrophage, il peut plus bouger. Il reste sur place. Il va, passez-moi l'expression, crever de sa propre mort. Mais ce faisant, il attire d'autres macrophages qui reviennent récupérer les nanoparticules et ainsi de suite. Et c'est le même système.
C'est pourquoi un tatouage ne diffuse jamais, il reste à vie sur place. C'est le même problème. Ce sont des macrophages cutanés qui récupèrent l'encre du tatouage et qui sont bloqués et paralysés par cette encre. Et dès que le macrophage il a une durée de vie limitée, de 200 jours, il va crever de sa propre mort. Et ça va libérer les particules d'encre qui vont attirer d'autres macrophages, et ainsi de suite. C'est pour ça que le tatouage ne diffuse jamais. Et c'est simplement les macrophages qui sont dans le derme qui font que le colorant reste toujours à la bonne place. Et ben c'est pareil pour les particules non biodégradables. Et donc cette question de biodégradabilité est absolument fondamentale. Et donc on voit que là, on est dans des cas de surcharge pulmonaire, ce qu'on voyait aussi, bien sûr, dans le temps avec les microparticules, surtout en Lorraine, hein, puisque je crois qu'il y a des spécialistes des mines dans le coin, hein, que je reconnais, et avec les mines de fer, les mines de charbon, les pneumoconioses, finalement, c'est les gens gardaient dans leurs poumons les microparticules. Il en est de même pour les nanoparticules. Voilà. Et donc, en guise de conclusion, voilà, il ne faut pas faire l'impasse des nanotechnologies. Hein, donc, le monde des nanoparticules est complexe, hein, vraiment très complexe, divers et prometteur de progrès. Et ce qu'on a surtout montré, c'est que certaines nanoparticules étaient considérées donc par les macrophages, donc les cellules et éboueurs de l'organisme, comme des virus, et qu'elles induisaient un processus autophagique par mitophagie, hein, donc pareil, et une destruction sélective des usines à énergie, hein, donc du macrophage, avec une inflammation pulmonaire, une surcharge pulmonaire, une paralysie et finalement des pathologies en perspective. Alors, il faut bien sûr étudier chaque nanoparticule au cas par cas, et je vous dirais que vraiment, en tant que toxicologue, on est toujours très frustré parce que nos collègues chimistes vous font des synthèses, pratiquement une synthèse par semaine, et bien sûr, pour étudier correctement une nanoparticule, vous avez vu, c'est des expériences parfois qui durent 3, 6 mois, etc. Donc, pour avoir des certitudes quant à l'effet éventuellement, potentiellement nocif. Donc, les sciences du vivant ont toujours un retard sur les sciences de l'ingénieur. Hein. De toute manière, on est toujours en retard et on est toujours après coup, sollicité après coup et parfois un peu trop tard. Et en guise de conclusion, je voudrais remercier toute mon équipe, 403 de l'IGL, où j'ai vraiment grand plaisir à travailler pour la fin de ma carrière universitaire. Et donc, lapsus, comme dirait Monsieur Freud, vient que je vais sans doute faire une carrière hospitalière après ma carrière universitaire et me refaire, reprendre mes premières amours de médecin. Donc, je voulais remercier aussi deux de mes doctorants qui ont permis de faire de si belles études. Et puis voilà, sur cette image que j'aime bien, où quelqu'un demande où est le département de nanotechnologie, vous êtes en train de l'écraser, monsieur. Voilà. Donc et puis un livre que je publie là, avec un livre écrit à deux mains avec un philosophe. Jonathan Simon et donc qu'on publie Panacea ou Pandora Box. Alors on peut déjà l'acheter en pré-vente, mais donc il sera vraiment livré qu'au mois de mars, je pense. Donc on analyse un petit peu tous les problèmes qu'il peut y avoir concernant toutes les nanosciences, voilà, dans le futur, et aussi les résolutions de questions, bien sûr. Voilà, je suis à votre disposition si vous avez des questions. Merci beaucoup Bertrand pour cet exposé très très clair, très complet. Mais c'est vrai que il manque encore un certain nombre de données, je pense. Nanoparticules, on voit bien que c'est un terme générique, mais qui recouvre des structures très très nombreuses et surtout très diversifiées. Et vous êtes intéressé à un type, et je me demandais si les nanoparticules dont vous venez de nous parler, là, celles-ci, les études au niveau pulmonaire, alors quelle était leur structure plus précisément?
Donc, les nanoparticules de rutile, c'est très simple. C'est du TiO2, donc de dioxyde de titane, de 20 nanomètres de diamètre, et qu'on disperse donc par des systèmes de brosse et qu'on génère donc un aérosol, bien sûr pour qu'il soit le plus homogène possible. Et puis les autres, là, sur lesquels j'ai travaillé, alors ça c'était assez intéressant. C'était une idée au départ qui était très bonne, qu'on avait eu donc dans l'équipe dirigée par les professeurs Vincent et Leroy, dans laquelle j'ai travaillé. On voulait vectoriser dans des nanoparticules de dragite. Alors le dragite, c'est ce qui couvre certains médicaments, hein. C'est une pellicule qui, comme son nom l'indique, qui en fait en quelque sorte des dragées. Et donc le dragite, c'est le polyméthacrylate. Eh bien, avec ces nanoparticules, on voulait vectoriser de l'héparine, parce que c'était intéressant de ne pas avoir des piqûres de Lovenox, par exemple des héparines de bas poids moléculaire, pour rendre le sang plus fluide, plus anticoagulé, et tout simplement de prendre cette héparine par voie péros, donc de n'avoir plus le système des injections intradermiques, oui. Et donc, c'est en faisant une étude préliminaire sur les macrophages qu'on s'est aperçu qu'il y avait une immunotoxicité de ces nanoparticules et qu'on pouvait absolument pas les utiliser comme principe actif qui entourait l'héparine pour que les personnes puissent éventuellement ingérer péros cette héparine, parce qu'en plus on a montré sur des rats avec des Égyptiens donc que ces nanoparticules elles se retrouvaient dans le foie, dans les cellules de Kupfer, qui sont là aussi des cellules, c'est le système macrophagique, c'est les cellules éboueurs du foie qui récupèrent tout ce qu'il faut, tout ce qui est du non-soi et qui provient de la circulation portocave, quoi, enfin la circulation porte-hépatique plutôt. Voilà. Voilà, donc on va. Qui a des questions à poser? Oui, allez-y. Oui, bonjour, Annette Lexa, je suis toxicologue. Oui, je suis très contente de vous rencontrer. Je vous remercie beaucoup pour cette conférence. Alors, vous avez évoqué l'aspect pollution et l'aspect médicamenteux. Moi, je vais revenir sur un aspect médicamenteux et une question qui me taraude en tant que toxicologue, n'étant pas médecin ni pharmacien. Alors, dans les vaccins ARN, on a donc des nanosphères qui sont un mélange de 4 nanolipides. Oui. Donc, 2 nouveaux qu'on appelle ALC 315 et 159. Et puis, il y a du PEG et du cholestérol. Hein. Oui. Donc, l'idée, c'est que ça se fusionne rapidement avec la membrane. Oui. Simplement, donc, moi, je vais revenir sur l'aspect pharmacocinétique, puisqu'en fait, les données ont été disponibles et on a vu que ces fils gras, ça s'est baladé un peu partout, qu'on en a retrouvé donc essentiellement dans le foie, et ça, c'est normal pour 50%, on s'attend à ce que des lipides aillent se métaboliser dans le foie, mais on a retrouvé aussi, très curieusement, dans les surrénales, dans la rate, et dans les ovaires. Donc normalement c'est censé aller se balader, c'est pas censé aller se balader et c'est censé se concentrer sur les tissus prioritaires, et en l'occurrence pour un vaccin, un ganglion lymphatique. Alors moi la question que je pose c'est à l'avenir, et là il va falloir très certainement améliorer cette livraison, la cibler et la taguer. Et c'était à ce sujet-là, parce qu'il y a des essais en cours qui sont faits aussi en anticancéreux en ce moment. Je crois qu'il y a des essais, il y en a très nombreux. Il y a des essais, à mon avis, d'après ce que j'ai compris, sur le mélanome. Donc moi, c'est des questions que je comprends pas bien. C'est comment on tag ces nanosphères pour faire en sorte qu'elles aillent dans le tissu désiré et qu'elles n'aillent pas se balader là où elles ne devraient pas aller. Alors le ciblage pour ce qui est donc du vaccin, je pense que le ciblage c'était intramusculaire. Donc là il y a essentiellement ce qu'on a fait, c'est qu'on a détruit quelques cellules musculaires. C'est comme vous faites un peu trop de sport, vous avez mal aux muscles le lendemain. Ce sont des fibres musculaires qui sont détruites par l'activité sportive et il y a une régénération constante. Donc là on a effectivement détruit quelques fibres musculaires, mais ça a permis la production donc d'une protéine in situ qui a été libérée par ces fibres musculaires et qui est en principe antigénique et contre laquelle on fait des anticorps. Donc bon, il y a quand même, je pense que effectivement, on a quand même vu le fait même qu'on soit là
parce que cette conférence, vous avez vu, 2011. Je voudrais pas qu'on aille sur ce terrain-là parce que c'est pas du tout ma question. Non, mais attendez, la question. Comment on tag une nanosphère, enfin. Alors, le problème est extrêmement complexe. Je vais vous dire pourquoi. Et ça, c'est tout un aspect que je n'ai pas du tout développé. Et c'est un aspect que j'ai fait aux États-Unis en 2012. Donc, où j'étais 6 mois donc à Berkeley. Et en fait, je me suis rendu compte que et c'est pareil. Là, j'ai redécouvert quelque chose qui existait déjà dans la littérature. Ça arrive assez fréquemment. Et en faisant un certain nombre d'expériences à Berkeley, je me suis dit, mais c'est incroyable parce que ces nanoparticules, elles ont quelque chose autour d'elles. On a l'impression qu'elles ont quelque chose autour d'elles. Et c'était les particules de métacrylate. Hein. C'est une espèce de colle, le métacrylate. Hein. Et ça peut fonctionner comme colle moléculaire. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait plus de 250 protéines sériques qui se sont greffées autour de ces nanoparticules dès lors que je les soumettais, que je les mettais dans un système de culture cellulaire. Là, j'ai travaillé sur des cellules en culture. Et dès lors, vous savez que pour travailler sur des cellules en culture, il faut du sérum de veau fœtal. Pour faire cultiver pour que ces cellules puissent pousser. Et donc, dès lors que j'ajoute le sérum de veau fœtal, il y a une foultitude de protéines. On a dénombré plus de 250 différentes. On a déposé un brevet là-dessus qui se mettent sur ces nanoparticules. Alors, ça dépend de la surface, ça dépend de la chimie de surface, ça c'est très certainement. Et donc, les protéines que l'on a naturellement, en fait, reconnaissent des surfaces spécifiques. Et là, c'est pas des anticorps, hein. C'est des protéines. Ça peut être donc une protéine sérique tout à fait banale. Reconnaissent ces nanoparticules, et on peut pas savoir quel sera le déterminisme de ces nanoparticules au départ, justement à cause de cette attirance de toutes ces protéines. Et on a nommé ce fait, on a inventé un terme, donc je pense qu'il y a Jacques Duclois dans l'Assemblée, il sait que j'aime bien inventer des termes, donc on a inventé ce terme de coronome, c'est une corona. Alors là, on revient à l'astrophysique, hein, donc c'est la couronne du soleil parfois qu'on l'on peut voir, donc dans les phases d'éclipse et tout ça. Eh bien, il y a une corona de protéines qui se met autour des nanoparticules. Et là aussi, il faut étudier au cas par cas. Et je pense qu'on n'a pas étudié pour le Covid, on n'avait pas le temps pour les vaccins, pour étudier quelles sont les protéines qui se fixent autour. Et là, on s'est rendu compte que non seulement pour les vaccins, mais aussi pour les virus, etc., il y a ce genre de corona qui se forme. Donc c'est hyper complexe, parce que là, c'est plus des interactions simples. Hein. Donc quand vous avez, alors moi, ce que j'avais montré, c'est que pour ces métacrylates, ces particules de polymétacrylate, il y avait surtout des motifs. Alors c'est très compliqué. Les protéines sont faites avec des blocs. La nature réutilise des blocs pour différentes protéines à différentes fonctions, mais ce sont des blocs qu'elle réutilise. Et un des blocs que j'avais trouvé, c'était epidermal growth factor, donc c'est-à-dire un bloc que l'on voit dans le facteur de croissance épidermique. Et de fait, ces nanoparticules qu'on avait construites, en fait, permettaient à des cellules humaines normales, je travaille avec des cellules normales de mammaires, ce qui est extrêmement rare, il n'y a qu'à Berkeley, on ne travaille pas avec des cellules cancéreuses, ils ont une lignée de cellules normales mammaires, et donc j'ai travaillé là-dessus, et ces nanoparticules ont permis, c'est l'objet du brevet, de reconstituer une monocouche organisée et différenciée de cellules mammaires. Donc on permis la différenciation, et c'est parce que je me suis intéressé à ce qui était autour de ces nanoparticules et aux protéines qu'elles attiraient préférentiellement qu'on a pu comprendre ce phénomène-là. Donc il faut vraiment étudier au cas par cas. Et je pense qu'on peut pas dire au départ, il y aura des nanoparticules qui seront dédicacées à des cancers spécifiques, mais il faudra au cas par cas étudier ce qu'on appelle le coronome, c'est-à-dire la couche de protéines autour de.
Une autre question, oui. Comment on peut expliquer encore aujourd'hui l'utilisation de l'oxyde de titane comme additif alimentaire colorant? Ça y est, il a été interdit. Il a été, effectivement, c'est vrai. Oui. C'est récent. Oui, c'est très récent. Parce que c'est très récent. Vous savez que les bonbons M&M's de chez Mars, que les enfants adoraient, l'oxyde de titane, c'est le pigment blanc des produits alimentaires. Oui, c'est ça. Qui est incorporé dans les produits alimentaires, que ce soit bonbons ou autre chose. Par exemple, pour ne citer que cette marque-là, pour augmenter la fluidité des ketchup, il y a du TiO2 dedans aussi. Ça augmente la fluidité, donc ça permet de. Donc c'est irréversible, c'est interdiction totale aujourd'hui. Alors oui, je pense que je suis pas vraiment dans les arcanes européennes. Peut-être Madame Lexa a plus de connaissances. C'est un cancérogène uniquement au niveau pulmonaire, respiratoire, hein. Donc, Mais si je crois qu'il vient d'être interdit pour l'utilisation. Les nanos, il y a un moment donné, il y a en pâtisserie. Quand même, hein. En pâtisserie, bien sûr. Oui. La forme nano, elle est maintenant strictement interdite, oui. Mais ça reste un cancérogène par voie respiratoire. Dans beaucoup de pâtisseries, dans beaucoup de crèmes, dans le Paris-Brest, vous en avez très souvent. Dans les cosmétiques. Et dans les cosmétiques, bien sûr, dans les rouges à lèvres. Alors ça change les propriétés de couleur, et les rouges très très rouges, dans les rouges à lèvres, par exemple, c'est à cause des nanoparticules qui sont dedans. Donc ça permet une dispersion. Je suis pas vraiment physicien, mais ça doit permettre une dispersion des pigments qui est telle que finalement il y a des couleurs exacerbées. Oui, ah oui, d'accord. Alors, d'autres questions? Oui. Le micro, s'il vous plaît. Voilà. Juste pour le TiO2, il existe en nanoparticules, mais aussi en particules micrométriques. Mm-hmm. Et ça, l'utilisation, c'est plus ou moins fin, c'est-à-dire les propriétés et l'action sur l'organisme n'est pas le même. Et comme Madame m'a dit aussi, si c'est dans le poumon ou dans le tube digestif, c'est aussi tout à fait différent. Mais ce que je voulais dire à Bertrand, c'est que j'étais très intéressé par l'expérience avec les nanoparticules et avec les microphages qui ont complètement prouvé le même mécanisme qu'on a étudié dans l'éthiopathogénèse de la silicose avec les particules de SiO2, qui étaient considérées à l'époque comme micrométriques parce qu'on les a mesurées, bien sûr. Mais il devait y avoir sûrement des nanoparticules non détectées. Et pour les deux, pour les micrométriques aussi, il y a la phagocytose, il y a la lyse du macrophage, il y a la libération de la graine, et ça s'arrête pas. C'est pour ça que les mineurs, à la retraite, ils développent toujours la silicose, même s'il n'y a plus d'exposition. Oui, bien sûr. Voilà. Autre question? Oui, Francis. Oui, Bertrand, bonjour. C'est la suite. Oui, on a beaucoup parlé de voies pulmonaires. Autre mode de transport, je me souviens d'avoir étudié, entre autres pour les métaux, la possibilité pour l'aluminium de suivre une même voie que le manganèse par des voies olfactives, qui permettaient d'expliquer une neurotoxicité centrale par une conduction directe par les voies aériennes supérieures directement vers le cerveau. Est-ce que j'ai pas suivi la suite, mais est-ce que tu as des données là-dessus? Oui, elle a été testée par des nanoparticules que l'on marque au C13, donc au carbone 13, et on peut effectivement voir qu'il y a une pénétration par voie olfactive, absolument. Tu sais, même il y a une pénétration par voie, sans doute par cette voie-là, pour les microparticules, pour le méningocoque par exemple, il suffit d'être pré-infecté avec un virus.
se payer un méningocoque là-dessus, et puis ça peut pénétrer dans le cerveau aussi, chez certaines personnes. Je pense que c'est par cette voie qui est la voie la plus directe. C'est le nerf le plus court, le nerf olfactif, donc de l'organisme. Parce que c'était une possibilité, c'était une étude de voir si l'Alzheimer pouvait être produit par l'aluminium, par exemple. Oui, je me souviens, oui. Comme le manganèse faisait le Parkinson manganique like. Oui. Je pense que comme pour l'aluminium, si on fait des dosages, par exemple chez les personnes qui sont décédées, il est évident que ces personnes qui sont décédées il y a 100 ans, on va retrouver très peu de titane dans leur organisme. Il est vraisemblable que nous autres, on en est beaucoup plus dans notre organisme. Ça serait des études qu'on pourrait faire même après crémation, puisque on pourrait finalement la crémation doit enlever tout ce qui est organique sous cette forme de CO2 d'H2O, et puis on devrait tester le minéral comparativement au poids de la personne. Ça serait peut-être intéressant de voir effectivement le pourcentage de titane qui augmente. Ça c'est, je parle même pas des prothèses qui sont censées durer ad vitam aeternam, mais je pense qu'il y a une dégradation, parce que nous on a montré qu'il y avait une dégradation de ce genre de même pour les prothèses. En n'oubliant pas que une grande utilisation du titane, l'oxyde de titane, c'était les peintures auto-nettoyantes, à grande échelle dans le monde entier. Oui. Donc là, c'est vrai que je pense que on doit accumuler tout doucement, mais on accumule. On doit en excréter aussi, en sécréter, mais bon, il doit y avoir un cycle qui se fait avec ce genre de métaux. Et par exemple, nous, un de mes derniers projets de recherche là à l'IGL, c'est des nouvelles prothèses dentaires que je fais donc un projet avec Pierre Bravetti et donc avec des nouveaux alliages à base de niobium, etc. Donc c'est sûr, c'est des composés qui ne sont pas fréquemment dans le corps humain. Donc il faut voir les effets effectivement toxicologiques. Ça c'est clair. Oui, peut-être il y avait une petite Monsieur Dubois, vous aviez peut-être quelque chose, une rectification pour les rouges à lèvres. Oui, c'était. La chargée de communication de L'Oréal m'a montré une fois comment elle changeait la couleur de son rouge à lèvres en fonction de la façon dont elle le mettait. Ah bon? C'est parce que le rouge à lèvres contient des nanoparticules ou des particules submillimétriques d'un composé dont j'ai oublié le nom, mais qui est un peu comme des petites plaquettes. Selon que les plaquettes se mettent perpendiculaires à la lumière ou dans l'autre sens, les interférences changeaient le rose en rouge profond. Enfin, elle est toujours vivante. Parce qu'elle le vaut bien. Bien. J'ai l'impression, après cette passionnante conférence, que ça penche plutôt vers le Dr Hyde ou Mr Hyde. Bien, cette conférence, évidemment, elle ouvre la boîte de Pandore de la pathologie liée aux nanoparticules. On a aussi parlé des microparticules, etc. Je voudrais juste citer le fait que, évidemment, le comité de prévention et de la précaution s'intéresse à cela, que les pouvoirs publics sont très préoccupés, qu'il y a des études. Et vous pouvez trouver sur Internet assez facilement un rapport qui date de février 2020, qui actualise le rapport de 2006 sur nanotechnologie, nanoparticules, quel danger, quel risque. Et vous verrez qu'il y a encore énormément de choses à découvrir et que finalement, la pathologie vraiment liée à ces nanoparticules, on la connaît pas. On ne sait pas comment elle s'exprime, il n'y a pas de maladie précise, mais il y a probablement une accumulation, peut-être des effets bénéfiques quand même. Mais enfin, un sujet tout à fait passionnant et qui a soulevé une discussion intéressante. Et merci beaucoup, Bertrand.